Bonjour à toute la communauté, bonjour Christophe. Bonjour Marc. Alors quel joueur je vais vous présenter? C'est un joueur au nom quasiment imprononçable. Christophe Czekaj. Ah, Czekaj, bon c'est facile quand même. C'est Ouais. de quelle origine? C'est polonais d'origine. C'est polonais. Alors Christophe, je t'ai invité parce que tu vas être amené à... explique un petit peu. Hein. Oui, l'actualité toute récente, là, Ouais. c'est ma candidature à l'élection à la présidence de la Fédération française des échecs. Alors c'est tout chaud puisque c'est aujourd'hui même. Oui, dépôt de la liste aujourd'hui même à Paris. D'accord, alors tu es de quel profil? Tu joues aux échecs, tu es un joueur amateur, un joueur... Joueur amateur, j'ai appris relativement tard, moi, Mhm. quand on sait que pour être bon, il faut commencer très très jeune. Moi, j'étais presque perdu pour les échecs. Déjà, j'ai commencé à 16 ans, au hasard d'une heure de loisir au lycée, un prof absent, et c'est un camarade qui m'a initié aux échecs, et ça a été un coup de foudre immédiat. Alors quand tu dis joueur amateur, tu es quand même maître FIDE. Oui, oui, symboliquement, j'ai franchi cette barre des 2300 points Elo pour devenir maître FIDE, mais amateur parce que j'ai jamais gagné ma vie avec les échecs. J'ai une carrière professionnelle qui est totalement différente, mais ma passion pour le jeu m'a fait travailler les échecs régulièrement et je suis devenu maître FIDE tard, il y a maintenant 8 ans. Et d'ailleurs, on va voir la partie qui t'a donné l'obtention de ton titre Oui. de maître FIDE. Mais avant, pourquoi tu te lances dans cette aventure de la fédérale, de la Fédération des échecs? Jusque-là, aucune responsabilité fédérale de mon côté. J'ai quelques amis avec qui j'ai discuté des échecs. Moi, à titre personnel, j'ai écrit un livre récemment sur échecs et développement personnel. Donc, j'ai l'intime conviction que les échecs peuvent être développés en France. Et je me lance dans cette aventure avec 23 colistiers en tout. Donc, je suis déjà très fier de cette liste qu'on a rassemblée avec des amis proches, des gens que j'ai rencontrés aussi, avec qui j'ai échangé sur ma vision des échecs, ce qu'on peut essayer de faire, développer, faire vraiment une promotion des échecs à la hauteur de ce qu'ils méritent. Et c'est cette conviction personnelle, moi, à 50 ans passés, je me dis que je peux me mettre au service de cette cause à partir de maintenant. Et pourquoi aller en concurrence avec la liste actuelle a fait le travail? Non, il n'y a pas eu de... Oui, d'ailleurs, je n'envisage pas ça comme une concurrence, j'envisage ça, la liste s'appelle Renouveau 2024, on a une vision. Moi, notamment, ce qui m'importe à titre personnel, c'est peut-être ma carrière professionnelle dans l'animation de réseau, dans une filière totalement différente, la viticulture en l'occurrence. Je me dis que on peut être très efficace sur le terrain avec, pour moi, le cœur du réacteur nucléaire, notre fédération, c'est les clubs. Et donc, j'ai envie de mieux accompagner les clubs, de les aider à se développer, de peut-être les professionnaliser. C'est pas facile hein, quand on est à la tête d'un club, quand on est bénévole, et je vais apporter, moi, cette expérience professionnelle au service du réseau et m'appuyer sur le terrain. J'ai envie de dire, voilà, ma première optique, mon premier angle, c'est le terrain avant tout, c'est la force de notre représentation territoriale qui fera l'avenir des échecs. Parce que les clubs, il y a de grosses asymétries. Il va y avoir très grosses structures où ils ont beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de membres qui sont soutenus par la ville, et puis il y a aussi beaucoup de petits clubs qui sont parsemés sur des territoires et qui n'ont pas forcément accès à beaucoup d'entraînement, en quoi l'activité fédérale, la fédération pourrait les aider? Moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est de mutualiser, de s'inspirer quelquefois des schémas des grands clubs pour aider les bénévoles qui sont quelquefois seuls sur le terrain. J'ai cette conviction qu'on peut, par exemple, instaurer un système de référents pour les clubs au niveau national pour que, en cas de besoin, pour les accompagner, une boîte à outils en fait, pour développer les échecs à l'échelle de leur territoire. Alors, peu ou prou, chacun en fonction de ses ambitions, chacun en fonction de sa réalité sur le terrain. On va pas dupliquer le schéma des gros clubs un peu partout, hein, mais l'idée c'est vraiment de faciliter, hein, d'être le facilitateur sur le terrain pour tous les clubs, quels qu'ils soient, du petit au plus gros. Alors tu me disais que tu as appris les échecs à 16 ans. Et donc c'était un professeur, tu me disais, c'est ça? Non, c'est hasard une heure de loisir, un professeur absent, et c'est un camarade en seconde au lycée qui m'a dit si tu veux on fait une partie d'échecs. Et alors évidemment il a bougé les pièces pour moi, et le soir en rentrant j'ai demandé à mon père de m'acheter une méthode, apprendre à jouer aux échecs seul en moins de 3 heures, avec un système de fiches qu'on glissait comme ça et c'est comme ça que j'ai appris, pur autodidacte. Moi j'ai jamais eu d'entraîneur à titre personnel, j'ai appris sur des livres, j'aime être seul sur mon échiquier, et je suis presque plus passionné par la littérature échiquienne que le jeu lui-même, mais je me suis fait tout seul comme j'ai pu. Et qu'est-ce que le jeu d'échecs a apporté dans ta construction, dans ta personnalité? Beaucoup de choses. Les échecs, j'ai su, quand je parle de passion, j'ai su que les échecs allaient m'accompagner toute ma vie. C'est bizarre cette sensation. Voilà. Quand j'ai rencontré le jeu, je savais que, quelles que soient les difficultés, professionnelles, personnelles, ce serait toujours un refuge pour moi. Donc ça a été un espace presque de méditation pour moi. C'est-à-dire que quand je suis sur un échiquier, le monde extérieur disparaît et je me concentre sur la pureté du jeu. C'est le côté artistique aussi. Moi, j'ai souvent ça à cœur quand j'ai la chance d'avoir quelques élèves en cours particulier ou d'être un peu sur le temps scolaire aussi récemment dans ma
carrière professionnelle, j'essaye de transmettre la beauté derrière ce jeu d'échecs qui est pour moi un supplément d'âme comme aucun autre jeu. Alors, je précise qu'on ne se connaît pas, on vient de se rencontrer aujourd'hui même, donc j'ai tenu à t'inviter pour qu'on puisse faire connaissance, connaître. On m'a parlé de toi, de ton profil. Tu sais que quand on joue aux échecs, on a des hauts et des bas. Psychologiquement, c'est très difficile comme jeu. Est-ce que tu as eu des moments de doute, de difficulté dans la pratique échiquienne, et quelles ont été les clés de ta résilience pour revenir Oui, des moments de doute, oui, ça m'est arrivé, des moments de creux ou moins d'envie, voilà, cette notion de combativité, hein, c'est pas vraiment dans ma nature, moi je suis pas dans l'affrontement, je suis pas, voilà, c'est plutôt la beauté du jeu, le dialogue avec l'adversaire, moi c'est l'échange d'idées qui m'intéresse, donc il m'a manqué un peu ce qu'on appelle l'œil du tigre, hein, quand Kasparov dit qu'il a du sang sur les mains depuis l'âge de 4 ans, moi je suis totalement étranger à ce genre de sentiment, et quelquefois, pour répondre plus précisément à ta question, voilà, des moments de doute sur notamment mes ouvertures, on est tous à la recherche du répertoire d'ouverture idéal, hein, et on passe son temps, et ce qui m'a aidé, moi, à un moment où je trouvais plus d'intérêt, je suis un joueur de E4, moi je suis passionné de Fischer notamment, pour moi c'est le plus grand joueur de tous les temps, il y a des débats toujours intéressants là-dessus sur quel est le GOAT aux échecs, je suis prêt à débattre sur Fischer, et à un moment j'ai eu besoin de renouveler complètement mon répertoire d'ouverture, et c'est en apprenant de nouvelles ouvertures notamment qui m'a amené à ce titre symbolique de maître Fitz, c'est quand j'ai révolutionné mon répertoire et je me suis mis à jouer à D4 au premier coup, et pour les noirs j'ai jamais trouvé de solution, j'essaie d'apprendre la française aujourd'hui, mais voilà, j'essaie de renouveler, de retrouver mon appétence pour les échecs quelquefois en révisant mon répertoire d'ouverture pour toujours apprendre des choses nouvelles et me mettre en danger, apporter un peu de vie en fait, en quelque sorte, pour redécouvrir les échecs par ce biais-là. Tu sais que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo sont joueurs d'échecs amateurs, peuvent jouer dans leur cercle familial ou sur Internet, sur des zones de jeu, mais n'ont pas forcément franchi le cap d'un club. Pourtant, il y a sur le site de la fédération, c'est bien fait, il y a une carte de tous les clubs. Mais que peut apporter le franchissement de la porte d'un club pour un joueur qui va jouer comme ça de manière occasionnelle, ou même peut-être plus régulière d'ailleurs sur les zones de jeu? Pourquoi franchir les portes d'un club? L'humain, tout simplement. Alors c'est magique, hein, on peut jouer à toute heure du jour et de la nuit avec des gens de la planète entière, sur la planète entière, donc ça c'est magique, on peut satisfaire sa passion pour les échecs, mais notre jeu intergénérationnel, d'un point de vue sociétal, quelquefois on a l'image un peu artificielle de fort en maths, fort aux échecs, réservé à une élite, alors que dans les faits, on sait tous que c'est complètement l'inverse, il y a toutes les catégories socio-professionnelles qui sont là, et on fait des rencontres incroyables. Moi, mes meilleurs amis, presque des frères, je les ai connus par le biais des échecs. Il y a quelques joueurs comme ça, Serge Lacour, Vincent Girardin, plus récemment Joël Gauthier, historiquement Diego Salazar aussi. Enfin voilà, ce sont des gens qui sont devenus amis, et c'est finalement l'échiquier qui nous a fait nous rencontrer. Cette passion commune aussi de développer les échecs et ensemble, de partager. Voilà, quand je dis dialogue autour d'une partie d'échecs, moi c'est ce qui m'intéresse, et le conseil que je donnerais aux gens qui n'ont pas osé jusque-là, peut-être cette génération issue du jeu de la dame, hein, qui joue en ligne, entrez, poussez la porte des clubs, vous allez faire des rencontres extraordinaires. J'ai deux questions à te poser. L'une sur notre jeunesse. C'est vrai qu'on a des jeunes particulièrement performants aux échecs. Je pense à Marc Larry, à David Lacanrus ou à Marc-André Amorezzi, même s'il est un peu moins jeune maintenant, mais il est toujours mineur après tout. Puis on en a d'autres, Materia, il y a beaucoup de grands talons français. Comment les accompagner? Parce que c'est difficile, il y en a beaucoup qui sont à la recherche de sponsors. Comment aider cette jeunesse à se développer aux échecs? Là aussi, moi, c'est une intime conviction qui me motive à titre personnel, hein. Moi, voilà, après 20 ans dans le conseil, dans l'aide à la décision pour la filière viticole, je fais de mon expérience professionnelle, j'évoquais le livre tout à l'heure, hein, sur du développement personnel, du conseil à l'entreprise, j'essaye de développer ça. Les échecs ont la boîte à outils, hein, les savoir-être, les savoir-faire issus du jeu d'échecs à disposition de la société au sens large. Donc, je pense qu'on peut monétiser, être bankable, comme on dit. Les échecs ont tellement à raconter à toute la société en général, et y compris aux entreprises. J'ai une expérience là récente de formation en entreprise où les gens ont une réelle appétence pour le jeu. Au début, je mettais le jeu à disposition pour prendre des décisions, mieux décider, des stratégies commerciales, etc. Et je m'aperçois que les gens ont eu envie de jouer rapidement aux échecs et de se concentrer sur l'échiquier. Donc je pense qu'on a le moyen, en allant un peu plus vers la société civile, je vais dire, la société au sens large, d'aller chercher des sponsors pour nous accompagner. Et parce que, effectivement, comme tu le disais, devenir fort aux échecs, alors déjà, il faut commencer jeune, il faut être accompagné, il faut être coaché,
percer. Enfin, ça devient un métier. Enfin, c'est de 4 ans à 12 ans. Et à 12 ans, si on n'a pas déjà percé à assez haut niveau, on est presque perdu pour les échecs de très très haute compétition. Donc, aller chercher des sponsors comme ça pour financer, dégager du temps, aller chercher des professeurs pour nos élites, hein, qu'on arrive à détecter grâce à des formateurs sur le terrain, dans les écoles, ensuite dans les clubs, les accompagner, les professionnaliser assez tôt avec des sponsors. Je pense que les entreprises peuvent avoir de l'appétence pour le jeu d'échecs. Et les moins jeunes, alors les seniors qui n'ont pas pour but d'être champion du monde d'échecs, mais de pratiquer, peut-être de passer un cap de progression, de s'intéresser tout simplement à la stratégie, au parti des grands champions, et également de progresser, de s'adonner à leur plaisir. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aussi? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les échecs de masse, les échecs d'amateurs? Peut-être un côté aussi histoire Oui, tous ces pans, je parlais de la multidimension de notre jeu d'échecs. Pour revenir sur le temps scolaire, par exemple, on sait que quand on intervient, on a des choses incroyables à raconter. On peut faire de la vraie transposition didactique, on fait de l'histoire, de la géographie, des langues étrangères. Il y a toute une culture derrière. Je parlais tout à l'heure de littérature échiquéenne. On a des mines d'or en termes de littérature. Il y a des... Et ça ne lit plus maintenant. Les jeunes, ils ne lisent plus les livres d'échecs, alors qu'il y a des trésors. Quand tu lis Tartacover, quand tu lis certains, tu vois, tu veux pas... Des gens comme Jonathan Rosson qui font un peu les aspects cognitifs, etc., sur ce que le jeu d'échecs apporte de manière générale. Et je pense que cette génération un peu plus âgée serait sensible à ça, à la dimension extra-jeu, extra-compétition. Notre univers échiquéen a peut-être la littérature, et c'est sans doute la littérature la plus riche, tout sport et jeux confondus. Donc c'est l'univers des échecs, c'est bien au-delà des 64 cases et de la compétition. On a ça protège également pour les... il y a eu des études sérieuses qui ont été menées pour la protection cérébrale, pour le côté cognitif à partir d'un certain âge. C'est un médium pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. On a quelques études là-dessus. On travaille aujourd'hui à l'Échiquier Chalonnais notamment. On déploie un projet de terrain qui est issu de la commission santé sociale handicap du niveau national pour accompagner le public atteint des troubles de l'autisme et tous les âges confondus. C'est-à-dire que des enfants jusqu'aux adultes, y compris ceux qui sont même âgés, atteints de ce genre de troubles. Donc notre univers échiquéen, le média, jeu d'échecs est un outil formidable pour toutes les générations et tous les publics. Tu m'as montré un peu avant cette vidéo ton livre. Il y a 64 chapitres. Alors, dans certains, j'ai vu certains chapitres amusants. Tu as un chapitre marqué gourmandise. Qu'est-ce que c'est que la gourmandise? Oui, gourmandise, alors de mémoire, parce que quelquefois il faut que moi-même que je relise certains chapitres de mon livre pour savoir ce que c'est comme moi, il faudrait que j'assiste à mes propres cours parfois. Donc gourmandise, je crois que j'évoque notamment que quelquefois quand on est un peu trop gourmand aux échecs, il y a une phase toujours un peu de digestion, même quand on gagne du matériel, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais on se désorganise une fois qu'on a atteint ces micro-tactiques, etc. Il y a toujours un moment où il faut savoir digérer et se réorganiser. Donc je fais un parallèle en disant attention, ne soyez pas trop gourmand dans certains cas, il y a des retours de bâton possibles. Donc ces 64 chapitres sont finalement des conseils échiquiens qui peuvent être également utilisés dans la vie. Oui, l'idée c'est ça, c'est du développement personnel un peu à l'américaine, du type devenez ce que vous voulez être, ce genre de choses. Donc c'est à chaque fois, sur 64, vous avez compris le clin d'œil, 64 leçons de vie issues du jeu d'échecs, comme autant de cases sur l'échiquier, c'est à chaque fois un principe échiquéen qui est transposé à la vie personnelle et vie professionnelle. D'accord, j'ai encore 7 questions. Allez, je vais te libérer un peu. On va regarder cette partie. Je pense que les internautes ont mieux cerné un peu qui tu étais, la personne que tu étais. Donc, on va regarder cette partie. Cette partie jouée, donc, en quelle année? Oui, alors c'est encore à l'ancienne, parce que moi je suis pas de la génération écran tellement, j'ai encore beaucoup de mes parties enregistrées, donc elle date de 2016. Il me manquait à ce moment-là un ami, Serge Kroum, qui était dans mon club, qui était arbitre, me dit, il avait fait le calcul avant, il m'a dit si tu gagnes cette partie-là, tu passes la barre des 2300 et 2301 en l'occurrence, donc il était prêt déjà, il m'a dit si tu gagnes, je fais la demande aussitôt à la FIDE, parce que moi j'avais même pas calculé ça à l'avance, il m'avait dit aussitôt je m'en occupe, et donc si tu gagnes, donc c'est 2016. Le titre. Voilà, je vous explique. Lorsqu'on joue en présentiel, si on atteint le classement Elo de 2300, on peut faire la demande à la FIDE, la Fédération internationale des échecs, pour obtenir le titre de maître FIDE, qui est le premier titre. Après, à 2400, et si on a les normes, on peut être maître international, et à 2500, grand maître international. Mais déjà, le premier titre, à 2300, quand on apprend les échecs à 16 ans, il faut voir la difficulté que c'est. Et quand il nous manque 2 ou 3 points Elo, c'est compliqué, c'est généralement les 2-3 points Elo qu'on ne gagne jamais. Avec stress maximum au moment où on s'assoit face à l'échiquier. Et tu joues contre Serge Picard, et tu as les blancs, oui. Et tu vas ouvrir avec le pion de l'aile C4, l'anglaise. Alors, alors, tout à l'heure tu nous disais pas que tu étais un joueur de E4 à l'afficheur?
me semble que Fischer, il n'a pas joué beaucoup d'anglaise, Christophe. Ouais, là je me suis dit, on va tester Serge que je connais. J'avais joué pour son club à l'époque, j'avais joué à Chaumont. C'est ma ville de naissance. D'ailleurs, symboliquement, j'ai eu ce titre. Maintenant que on en parle ensemble, je me perçois que j'ai eu ce titre symbolique là où je suis né. Mon père était joueur de foot professionnel à l'époque à Chaumont. Donc l'histoire est belle finalement quand je revois ça. Et C4, je me dis, je connaissais un peu Serge qui plutôt très bon théoricien. Là, il est 2024, mais il avait fait des perfs à plus de 2002. Enfin, donc je me dis, on va jouer une partie tranquille. Ça va se jouer pas sur la préparation. Tu voulais jouer positionnel, c'est ça. Ouais. Tu voulais, d'accord, construire ton jeu tranquillement. Exactement. G6, alors l'adversaire va mettre son fond fianchetto, d'accord, et tu lui dis, bah pareil. Ouais. Double fianchetto. Donc là, on arrive sur un jeu qui va être assez lent, assez positionnel normalement. Avec plein de transpositions possibles, on va le voir par la suite. Oui, c'est d'une grande richesse. Ouais. Vous remarquez que pour l'instant, aucun des pions centrales n'est parvenu au centre. C'est finalement le jeu qu'on appelle un peu hyper moderne, qui consiste à contrôler les cases centrales à distance. On voit d'ailleurs que tu as un ferme contrôle de la case D5 qu'avec des coups de l'aile. Flexibilité, c'était un peu mon maître mot en disant voilà, tu vas t'adapter, tu vas rester flexible. Le jeu d'échecs, un jeu à information, donc souvent on attend l'information de son adversaire pour mieux réagir. C'est un concept qui me tient à cœur, moi. Bon, il joue D6. Et là, tu vas jouer E4. Alors, parle-moi de ce coup. Oui. Là, quand il joue D6, il dévoile un peu plus son jeu. On est dans un schéma est-indien classique. Et là, je sais, pour avoir bossé pour le coup un peu mon répertoire sur D4, qu'il y a un système, passez-moi l'expression, un peu chiant avec les noirs contre lequel il faut lutter. Parce que si on joue D4, on est dans des schémas est-indiens purs. Là, je joue E4, système botvinnik. J'ai déjà l'idée de jouer avec D3 notamment. Ce petit triangle un peu en forme de trident comme ça, qui est très très fort. Et pour avoir joué, moi, dans une vie antérieure, l'Est indienne, je sais que c'est un truc que j'aime pas qu'on me joue, et donc je me sers de ça en disant, qu'est-ce qui va embêter mon adversaire? Je me suis mis à sa place, et moi, ce qui m'embête le plus, c'est ce système botvinnik. Mais si tu renonces à la poussée des 4 et que tu te satisfais de la poussée des 3, n'as-tu pas peur de céder la case des 4? Sur ce schéma-là, je m'en fiche de cette case. Je ne vais pas me battre pour ça. C'est un schéma classique de lutte sur case noire, quand on joue l'Est indienne avec les noirs. Et j'entre pas dans ce débat-là avec lui. Je me dis, ok, tu veux les cases noires, mais moi je m'en occupe pas, je reste flexible. D'accord. Et puis de toute façon, la case des 4, tu peux la contrôler avec des cavaliers E2 et des faux E3. Tu peux la contrôler avec des pièces. Ouais. D'accord. Donc il joue E5. Alors, il aurait pu aussi s'intéresser à la poussée C5. Bon, il décide de jouer E5, ce qui a l'inconvénient un peu de bloquer son fou. Mais tu joues cavalier GE2. Cavalier C6, les deux joueurs font petit roc. Et D3, ce que tu m'avais parlé. Oui. Il va jouer faux E6, et là tu décides de développer la dernière pièce légère qui ne jouait pas en G5 avec le clouage. Ma plus mauvaise pièce, le bon vieux principe, quelquefois quand on ne sait pas quoi jouer, moi je me pose souvent la question, alors, quelle est ta plus mauvaise pièce, tout simplement. Donc c'est le fou qui réclamait là, de jouer un peu aux échecs. Alors là il se décloue, il va jouer dame C8, il va associer d'ailleurs la dame et le fou peut-être sur la diagonale, mais s'il avait joué H6, parce que là, les joueurs qui écoutent la vidéo sont souvent confrontés à de tels coups, des pions qui attaquent le fou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on recule? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ce qu'on fait, c'est ce qu'on donne la paire de fou sur fou prend pour jouer cavalier D5. J'aurais sans doute reculé le fou, j'aurais gardé ma paire de fou en attendant. Peut-être qu'un coup comme fou E3, tout simplement, voire fou D2 pour continuer en mode flexible. Je garde les pièces, j'attends de voir. Oui, parce que fou E3, il faut se questionner encore sur cavalier G4. Donc peut-être que tu serais retourné en D2. Peut-être en D2. Sur cavalier G4, de toute façon, le cavalier en G4 n'est pas stable non plus. Donc voilà, c'est un peu un jeu de poker menteur là. Bon, lui, il a préféré jouer dame C8. Il se décloue tout de suite, voilà, selon le bon vieil adage, clouage, déclouage. Ça me paraît un peu artificiel. Je sais pas ce que diraient aujourd'hui les moteurs d'analyse là-dessus, mais dame C8, je me dis c'est intéressant ça. Dame C8, bon, il a peur du clouage. J'ai trouvé ça un peu louche. Je crois que ça existe encore à l'époque, quand j'ai regardé là récemment, et très longtemps que j'ai pas regardé cette partie-là, mais ça a été joué depuis, je crois, c'est encore théorique ça, mais un peu étrange, dame C8. Tu montes sur la case D5. Ouais. Et là, évidemment, tu n'as pas peur de cavalier prend parce que pion reprend et ça ferait la fourchette cavalier fou. S'il prend du fou, d'ailleurs, je pense que tu reprendrais du pion C, non? Oui, probablement du pion C pour ouvrir la colonne C semi-ouverte et j'ai C7 derrière en pression avec mon pion. Et sur fou prend, on reprend du pion, ça chasse le cavalier, on ouvre la colonne C pour attaquer le pion arriéré C7. Avec un vis-à-vis sympa, tour sur la colonne C, la dame est en C8. Voilà, une tour sera contente de venir en C1 dans cette position-là après. Et là, ton adversaire joue cavalier D7. Donc, il libère le pion F. Ouais. Et tu joues dame D2. Tu continues ton développement, tu mets tes tours en liaison. Exactement. Ok. Il joue F6, il repousse ton fou qui vient en E3. En plus, tu n'as plus à craindre cavalier G4 maintenant.
Oui, le fou G7 se pose un peu des questions, selon moi, avec un coup comme F6, voilà, il n'y a plus trop de perspectives. Donc, je trouve les noirs déjà organisés de façon un peu artificielle. Là. Ça manque d'harmonie. Alors parfois, on peut jouer F6, repousser le fou, et continuer par F5, ceci dit. Mais il joue tour F7, donc lui aussi, il est très prudent. Hein. Oui. Mais il faut comprendre qu'il a plus de 200 points de moins que toi dans cette partie. Donc, il est aussi dans une posture attentiste, et puis il a les noirs. Oui, mais Serge, à ce moment-là, est un ancien très très bon 2100, voire 2002, et il avait déjà franchi, donc son Elo est trompeur. Hein, donc je sais que j'ai affaire à un joueur très très costaud quand même. Donc, avec une expérience. Je suis prudent, ouais. En tout cas, maintenant, il faut que tu cherches tes leviers d'évolution. Ouais. Tu en as deux, tu as le levier D4 et le levier F4. Et j'ai compris que tu voulais garder ce trident, donc tu vas décider d'avoir le levier F4. Après tout, ton adversaire n'a pas joué le levier F5. Toi, tu y vas, tu évolues par F4. Et il continue ses manœuvres rampantes, il joue cavalier F8. Là, ça devient un peu de plus en plus artificiel. Cavalier F8, j'ai pas compris l'idée, hein, je me souviens à l'époque. Alors, est-ce qu'il veut revenir en E6 plus tard pour revenir en D4 avec les deux cavaliers C6 Mais tout ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Donc moi, je continue ma plus mauvaise pièce à nouveau. Hein, quelquefois, je ne suis pas un grand calculateur. C'est ma tour à 1 qui fait rien et on va la faire jouer. Alors, il y avait déjà des idées comme B4. Je me souviens, à l'époque, j'ai beaucoup hésité avec B4 aussi pour chasser notamment le cavalier C6 ici. Je prends de l'espace à l'aile dame. C'est cohérent avec ma paire de fous qui est braquée sur l'aile dame aussi. Mais je me suis dit finalement, faisons jouer les pièces, attendons de voir, restons flexibles. Le coup de pion, ça attendra. Tour A, E1, je mets de la pression au centre, tout ça en rayon X. Mais ça m'a semblé être un peu agressif, ça, face à un joueur qui Serge commence à tripatouiller un peu ses pièces, voilà, sans mêler les crayons. Je me dis, allons-y et ramenons de l'énergie sur la colonne E. Surtout que ton adversaire va chercher une évolution. Il n'en a qu'une seule, c'est le levier F5. Ouais. Et quelque part, et il le joue d'ailleurs, et quelque part ce levier F5 établit un quatuor très explosif, ça va s'ouvrir et tu auras les tours sur les colonnes E et F. À ce moment-là, je me dis que je suis mieux équipé que lui pour l'ouverture au centre comme ça. Moi, toutes mes pièces jouent alors que la tour A8 ne fait rien. La dame C8, on peut se questionner aussi sur sa réelle efficacité. Le cavalier C6 est un peu sur l'aile dame, voilà, et ok, il défend E5. Et le cavalier F8 est très très moche. Alors, je dis pas qu'en jouant tour A1, je m'attendais à F5, mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me dis je dois avoir un bon avantage déjà. Mais quelque part, s'il ne joue pas de toute façon F5, il en manque peut-être de plan d'évolution aussi. Ouais. Mais avec les noirs, il faudrait jouer un coup... c'est Jonathan Rawson qui dit ça très bien dans... Je ne sais plus si c'est dans les 7 péchés capitaux, hein, passionnant à lire en anglais, mais ça a été traduit en français aussi, donc ceux qui ne maîtrisent pas la langue... c'est le fameux doing and being. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Marc, sur... Jonathan Rawson explique ça très bien, où quelquefois, les joueurs d'échecs, on a tendance à trop faire de choses, à vouloir à chaque fois jouer un coup actif, donc le doing, hein, voilà, cette sensation de faire, alors que Rawson nous dit, de temps en temps, il faut juste être. Cette notion de being en jouant des coups qui ne mangent pas de pain, mais voilà, on ne touche pas trop à la position et on a tendance à être trop hyperactif en quelque sorte sur l'échiquier. Oui, parce qu'on nous apprend que la meilleure défense c'est l'attaque, on nous apprend qu'il ne faut pas de défense passive, qu'il faut être toujours actif, mais parfois l'activité nous pousse au délabrement de la position. C'est ça. Là, avec les noirs, typiquement, il fallait peut-être jouer un coup neutre en posant la question aux blancs, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu as sans doute l'avantage là avec les blancs, mais c'est bien de temps en temps de dire à son adversaire, vas-y, démontre-moi ton plan ensuite. J'aurais été un peu embêté d'ailleurs, un coup neutre, je sais pas, même un coup comme A6 par exemple, qui n'a pas de sens comme ça, mais ça pose question, parce que les noirs pour l'instant n'ont pas tant de faiblesse que ça, mes pièces sont mieux, mais comment je concrétise? Est-ce qu'on pouvait envisager cavalier 7 pour jouer C6? Aussi, ouais, un peu plus actif en l'occurrence, alors que F5 est compromettant je trouve. Donc F5, et là tu prends, tu ouvres la position, ouais. Donc prise en E5, il prend également en E4, Là aussi, je crois que la prise, alors je sais pas quel était le meilleur coup pour les noirs, hein, mais la prise en E4 là, est dangereuse pour lui. Moi, mes pièces sont nettement mieux placées que les siennes et je dois avoir déjà un très bon avantage ici. Là, j'avais le moral déjà. Tu continues, tu prends en D6. Ouais. Il prend en D3. Bon, pour l'instant, il joue le système miroir. C'est rigolo. Donc, prise en F7. Il reprend du fou, ton cavalier est attaqué et tu vas jouer cavalier D4. Ouais. Tu refuses de faire dame prend D3 parce qu'il y a le pion B2 ou il y avait autre chose qui te gênait? Non, ce cavalier D4 est intéressant parce qu'on voit la géométrie des pièces déjà nous dit que dame C8 et roi G8 sont en position de fourchette.
Donc, parce qu'on peut avoir l'impression que je laisse le cavalier D4, hein, qui est en prise avec le cavalier C6. Oui, tu veux détourner cavalier C6 pour... Mais ce cavalier C6 est immobilisé, en l'occurrence, parce qu'il y a la vilaine fourchette en E7. Donc quand tu montes en D4, il peut prendre 2 fois, mais ton idée, c'est exactement ça, la déviation du cavalier pour faire la fourchette. Je centralise une pièce, hein, mon cavalier E2, c'était sans doute ma plus mauvaise pièce sur l'échiquier, elle centralise, elle menace le cavalier menace cavalier prend C6 et cavalier E7. Ça pose de grosses questions et de gros problèmes au noir. Je pense que Serge, à ce moment-là, quand il a pris en D3, avait sous-estimé, après l'échange en F7, il avait sous-estimé cavalier D4, pensant que la case était protégée 2 fois, sauf qu'il y a surcharge sur le cavalier C6. Peut-être qu'il a regardé que comme moi. Ouais, la prise, souvent, on a tendance à prendre, reprendre, et on a un petit effet tunnel sur les prises quelquefois. Oui, c'est les automatismes, les mauvais automatismes de calcul. Tu sais, je vais recevoir bientôt dans mon club d'échecs en ligne Joseph Girel. Au moment que cette vidéo sera publiée, d'ailleurs je l'aurai déjà reçu, il va faire un cours sur justement les mauvais automatismes de prise où on a tendance à n'envisager que la reprise. Oui, et la prise n'est pas obligatoire aux échecs, hein, souvent il faut se rappeler ça, c'est un peu bizarre. Mais... Des coups intermédiaires. Donc du coup, il va se mettre à faire fou prend cavalier, il veut se débarrasser de ton cavalier, mais le fou de case blanche va trôner sur l'échiquier. Ouais. Fou prend échec, donc là... J'ai la paire de fous, les cases blanches sont très faibles, je vais prendre en C6 derrière, enfin ça devient horrible, la paire de fous blanche là domine totalement l'échiquier. Allez, prend, pion prend, fou prend, tour B8, et ouais, là on a une incroyable paire de fous. Ouais. Visuellement c'est spectaculaire. Et ce cavalier F8 et voilà, le pauvre. Alors, et en plus maintenant c'est à toi de jouer, donc tu prends en D3, il reprend en D6, tu reprends en D6, il prend B2, bon, il arrive sur la deuxième rangée. Il y a un pion, le point matériel, mais là, quand il joue tour prend B2, on est à quelques coups de la fin de la partie, et là, je calcule, et je me dis, je commence à apercevoir la suite, et je me dis, c'est dans la poche, les 3 points sont presque acquis ici, parce qu'il y a quelques coups forçants maintenant, qui font que le roi noir ne va pas survivre, en fait. Oui, d'ailleurs, tu joues fou D4. Fou D4, ouais. Ça attaque le fou et la tour, et évidemment, si le fou, tu arrives à le ôter, le roi ne sera plus protégé. La dame est prête à reprendre le rôle de la paire de fous. Hein. Souvent, on dit quand il y a un fou qui disparaît, c'est la dame qui prend le rôle du fou manquant. Une espèce de super paire de fous. Voilà, un petit conseil comme ça en passant. Quand vous ne savez plus comment vous servir de la dame, s'il vous manque un fou, pensez à mettre la dame sur la couleur du fou qui vous manque. Ça rétablit une espèce de paire de fous. Exactement. D'équilibre dans le contrôle des couleurs. Il prend en E2, donc tu fais ça, tu fais fou prend G7, roi prend, et tu vas immédiatement te mettre à attaquer ici. Ouais, là il y a une suite de coups forcés, comme je le disais, qui va faire rentrer la tour en E7. Alors là, donc il sort en H6, parce que s'il vient en H8, tu vas lui faire dame F6 et fou D5. C'est ça. Tu vas le débusquer, donc il vient en H6, dame H4 échec, c'est ce que tu disais, la rentrée de la tour. Sur E7, et là c'est même un mat forcé de mémoire. Roi G8. Alors, surtout pas faire dame pro H7, faut pas oublier le cavalier. Donc, fou D5, je suppose. Il a abandonné. Oui, il a abandonné sur tour E7, je crois. Ça s'arrête peut-être à tour E7. Je ne sais même pas s'il joue roi G8, je ne sais plus. Si on va jusqu'à fou D5, pardon. C'est ça, fou D5, c'est fini. Bon, et donc cette partie t'a donné les 2-3 points manquants qui t'ont permis d'avoir le titre. Les 2301, c'était voilà, il manquait 2 points, j'en ai eu 3. Et donc mon ami Serge Kroom... Alors comment ça se passe? T'envoies un courrier à la Fédération internationale? Oui, c'est ça. Je crois qu'il a fait ça. Il fait une demande. Alors il était arbitre du club à l'époque, donc c'est peut-être l'arbitre, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une bonne question. C'est peut-être un arbitre qui est en charge de ça, mais en tout cas, il a fait la demande symboliquement. Je crois que c'était... Mon club à l'époque, c'était un club qu'on avait fondé entre amis. On avait quitté l'échiquier chalonnais, on avait appelé ça le Chacal Chess Club. Donc il l'avait fait pour... Le Chacal Chess Club. Chacal Chess Club, c'est une private joke entre nous, quand des coups très surprenants, quand on met sa dame à la façon de ce qu'avait fait Marshall, dame G3 par exemple, tu sais, ce célèbre coup où il met la dame en prise. C'est ce qu'on appelle nous entre des coups de chacal. Tu vois, on fait même pas un coup de chacal, c'est un coup un peu... Beaucoup de C, c'est toi, chez toi. Oui. Chess, et puis ton nom de famille, Christophe Chacal. Chacal Chess Club, ça fait 5 C. Donc voilà, on avait cherché un nom, c'était le Chacal Chess Club de Russie, donc, et Serge était notre arbitre à ce moment-là. D'accord. Il a fait la demande à la FIDE, et voilà, c'est comme ça, l'histoire du titre, voilà, comment je suis devenu maître de la Fédération internationale des échecs. Bien voilà, j'espère que ça aura donné goût aux internautes de franchir les pas d'un club d'échecs, on en a parlé tout à l'heure, qu'ils auront appris à découvrir ta personnalité, qui tu étais. Et puis, certainement qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Merci Marc. Bien, merci Christophe. Au revoir à tous. Au revoir.